Syrie dans laquelle l'histoire à nouveau s'est accélérée ces dernières semaines dans le sillage de l'offensive de Damas contre les Kurdes. Il y a eu ce nouvel accord de cessez-le-feu signé vendredi dernier, l'entrée des hommes de Damas dans Hasakeh ces dernières heures. Mais derrière les images, beaucoup de questions encore en suspens sur la place des Kurdes dans cette nouvelle Syrie, sur le sort des milliers d'anciens combattants djihadistes. Sur ces sujets et sur d'autres, il faut prendre le temps de disséquer le vrai du faux. Et avec moi sur ce plateau, deux spécialistes, ça tombe bien, Wassim Nasr et Arthur Kenney. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est parlons-en et c'est parti. Bonjour Arthur Kenney. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, docteur en sciences politiques à l'université Paris 1. Vous rentrez tout juste de Syrie et précisément du nord-est syrien, région qui nous intéresse ce matin. Wassim Nasr, vous êtes ici chez vous, journaliste à la rédaction de France 24, spécialiste, faut-il vous présenter, des réseaux djihadistes. Vous étiez aussi en Syrie il y a peu, Wassim, vous l'avez raconté sur cette antenne. C'est donc l'une des images de ces dernières heures, l'entrée dans Hasakeh, bastion kurde dans le nord-est syrien des forces de Damas, en application de l'accord de cessez-le-feu signé en fin de semaine dernière. Énième accord, on y reviendra, entre le gouvernement syrien et les forces démocratiques syriennes. Des images commentées par Florent Rodeau et on en reparle juste après. Le convoi est composé d'une trentaine de véhicules. Sous les applaudissements de ses habitants, les forces gouvernementales syriennes font leur entrée dans Hasakeh, ville jusque-là aux mains des Kurdes. Une prise de contrôle faite sans combattre, car acceptée vendredi dernier par les deux camps. Ce soldat kurde a bien compris le message et joue la carte de l'unité. On n'est qu'un seul peuple. On demande simplement le respect de nos droits en tant que Kurdes, rien d'autre. Qualifié par Paris et Washington d'étape historique vers la réconciliation nationale, l'accord prévoit l'intégration progressive des institutions civiles et militaires kurdes dans l'État syrien. Un choix, ou plutôt une obligation pour les Kurdes, après la perte de pans entiers de territoire dans l'est et le nord du pays, et le nouveau lâchage de Washington. Car ces derniers mois, les États-Unis de Donald Trump ont changé d'alliance, et le partenaire, c'est désormais Ahmed al-Shara, ancien commandant d'Al-Qaïda, aujourd'hui en odeur de sainteté à la Maison-Blanche. Un crève-cœur pour les FDS. Pendant des années, elles ont répondu à l'appel de Washington pour lutter en première ligne contre le groupe État islamique. Des Kurdes qui pensaient avoir gagné leur autonomie après avoir conquis un quart du territoire national. L'accord prévoit aussi qu'ils abandonnent au gouvernement des champs pétrolifères, l'aéroport de Qamishli, ainsi que plusieurs postes frontières sous leur contrôle. L'accord qui a été signé vendredi dernier, ce n'est pas le premier accord entre les Kurdes et Damas. Il y avait la feuille de route du printemps 2025. Il y a eu d'autres accords entre-temps qui se sont soldés par des échecs. En quoi celui qui a été signé vendredi est différent et surtout en quoi il est plus applicable sur le terrain, Arthur Kenney? Alors, c'est un véritable accord et un bond en avant dans la relation entre les Kurdes et Damas. Comme vous le disiez, donc, les discussions sont en cours depuis le 10 mars 2025. Les discussions qui ont d'abord porté sur une douzaine de points que les Kurdes devaient concéder à Damas. Finalement, les Kurdes n'ont pas bougé sur ces 12 points. Damas est ensuite revenu à l'été sur une demande de concession territoriale, notamment la région des Rezor, qui devait revenir à Damas. Une nouvelle fois, les Kurdes ont bloqué ces discussions et Damas, de son côté, était plus sur une approche de contrôle du territoire, alors que les Kurdes voulaient plutôt un partage co-tutelle sur le contrôle des institutions. Et à partir de septembre, Damas est revenu plutôt sur une intégration militaire des forces kurdes, point qui est également bloqué. On a donc eu une escalade militaire ces 2 dernières semaines, avec Damas qui a pris le contrôle d'une grande partie du nord-est syrien, presque 80% du territoire. Et suite à ça, donc, les discussions ont dû reprendre. Et contraints par le nouveau rapport de force, les Kurdes ont accepté cet accord du 29 janvier. Des Kurdes acculés qui ont signé un document qui semble, mais vous allez me corriger si je me trompe, Wassim Nasr, plus favorable quand même que les tentatives précédentes pour les Kurdes. En tout cas, c'est une feuille de route, disons, pour mettre en application les accords du 10 mars
en sachant qu'il y a eu des grosses pertes pour les forces démocratiques syriennes sur le terrain, et sachant qu'aussi il y a eu le décret présidentiel qui donnait ou restituait aux Kurdes, aux populations kurdes syriennes, beaucoup de leurs droits qu'ils réclamaient depuis peut-être même la création de l'État syrien. Donc droit à la nationalité, pour ceux qui en ont été privés, que ce soit dans les années 60 ou par Assad père, un jour férié pour la fête de Nowroz, la langue kurde qui sera enseignée dans les établissements publics. Donc ce sont des revendications des Kurdes qu'ils ont eues par décret présidentiel. Il ne faut pas oublier aussi la participation des populations kurdes à Afrin, que ce soit dans le processus électoral qui a eu lieu ou dans le recrutement dans les rangs des forces de l'ordre. Donc Damas, de son côté, a fait beaucoup de choses, et aussi les forces démocratiques syriennes ont compris, en tout cas, qu'il fallait monter dans le train du changement. Parce que la latence ou le temps d'attente qui a duré depuis le 10 mars jusqu'à l'offensive militaire donc de Damas, ils ont perdu beaucoup de cartes qui étaient entre leurs mains. C'est-à-dire, ils contrôlaient presque 3 provinces, du pétrole, agriculture, passage frontalier, etc., etc. Ils ont trop tardé à monter dans ce train du changement qui était inéluctable, disons, parce qu'on oublie de dire, on dit les Kurdes, on oublie de dire que les forces démocratiques syriennes, donc à commandement kurde, étaient à 80% arabes et contrôlaient un territoire qui est à 80% aussi peuplé par des populations arabes. Donc du moment où Assad est tombé, ces populations arabes se voyaient plus dans la gouvernance d'Ahmed el-Shara que dans un projet autonomiste kurde. Donc ça, c'est pour un peu dresser le tableau de la situation qui a mené à une signature qui, à mon humble avis, est plutôt favorable parce qu'ils ont réussi à maintenir ou à garder des revendications qui étaient, disons, inadmissibles pour Damas à un certain moment et qu'ils ont finalement obtenues. Donc même le déploiement là, qui a eu lieu, par exemple, à Assaké, ça reste un déploiement à minima, à l'heure où on parle. Et il a été bien précisé par Damas que ce sont des forces de sécurité et non pas des forces, et non pas l'armée. Pour préciser ce qu'on voyait sur la carte, pour faire écho à ce que vous disiez, Arthur Kenney, donc en l'espace de 15 jours, voilà, cette zone jaune a disparu et il y a ces 2 poches qui sont aujourd'hui toujours aux mains des Kurdes. On reviendra dans un instant sur la situation spécifique à Kobané. C'est quand même une victoire d'Al-Shara. Il y a eu bien sûr, c'est d'abord une victoire militaire et puis il y a cet accord de cessez-le-feu. Vous les évoquiez à l'instant, Wassim, cette zone très riche en gaz, en blé, en pétrole, qui retombe dans le giron de Damas. Ce n'est pas un détail dans cette affaire, Arthur Kenney. Non, le pétrole, les frontières également. Ce qu'il faut, il faut bien insister oui, sur... les points de passage qu'évoquait Wassim sont à présent les points de passage par, vers l'Irak et les points de passage vers la Turquie vont également réouvrir, ce qui va désenclaver cette région. Cet accord, finalement, c'est une victoire pour les Kurdes qui vont obtenir donc une reconnaissance de leurs droits, une intégration au reste du pays. C'est pas comme ça que certains d'entre eux le vivent. Et en revanche, par contre, c'est une défaite militaire et politique pour le PKK. PKK qui contrôlait les forces démocratiques syriennes, qui est un parti kurde de Turquie, et qui lui puisait des ressources et qui maintenait une pression sur l'ensemble de la société du Nord-Est, c'est-à-dire contre les populations arabes, bien sûr, mais également contre les populations kurdes. Et actuellement, ce qu'on voit dans la mobilisation kurde qui a lieu au Kurdistan syrien, c'est une mobilisation aussi contre le PKK, qui dit votre projet politique n'a pas fonctionné, il a mené à l'effondrement de tout le nord-est syrien avec un risque de guerre et de massacre ethnique. De tous les acquis. Et de toutes les possibilités d'acquis. Et là, on revient finalement dans un cadre de discussion syro-syrien entre des partis politiques syriens, kurdes syriens, qui obtiennent des droits et qui sont en discussion avec le nouveau gouvernement syrien. Parce qu'il faut faire un point sémantique. Quand on dit les Kurdes, tous les Kurdes ne sont pas des FDS et il faut préciser qu'on ne parle pas forcément des mêmes personnes. Ouais. Évidemment, on parle des mêmes personnes. C'est le projet du PKK, c'est un projet qui est sur 4 pays, donc Turquie, Irak, Iran et Syrie. À la faveur, disons, de la guerre en Syrie, à la faveur de la guerre contre l'État islamique, ils ont joué un rôle important, mais ils sont loin de représenter tous les Kurdes syriens. Quand on parle des Kurdes dans la région de Damas, qui y sont depuis le XIIe siècle, ils ne sont pas du tout représentés par le PKK. Hier, la délégation d'un parti politique d'opposition kurde qui a été reçue à Damas au ministère des Affaires étrangères, par le ministre Shibani, qui est quasi numéro 2 du pouvoir aujourd'hui, ils ne sont pas du tout représentatifs du PKK ou des revendications du PKK. Et comme Arthur l'a très bien dit, donc ce projet-là n'était pas attrayant pour les populations arabes et en grande partie aussi pour les populations kurdes. Donc ce qu'on entend sur
Parce qu'on a tendance un petit peu à mélanger les revendications ou le statut ou l'état des lieux des Kurdes au Kurdistan irakien avec ceux qui sont en Syrie. C'est-à-dire au Kurdistan irakien, il y a une majorité kurde, il y a des ressources, il y a des très bonnes relations avec la Turquie, par exemple, ce qui est indispensable pour l'économie du Kurdistan irakien, qui par ailleurs collabore avec la Turquie contre le PKK. Ces conditions ne sont pas du tout réunies en Syrie. Donc évidemment, aujourd'hui, ce rétrécissement du contrôle donc, du YPG, branche syrienne, du PKK, sur les populations kurdes, évidemment, ça aura des conséquences et plutôt favorables aux Kurdes syriens. L'accord de cessez-le-feu et de partition prévoit que les forces militaires kurdes ne seront plus dissoutes, mais qu'elles garderaient leur spécificité au sein de l'armée syrienne, avec des brigades donc kurdes sous commandement de cette armée. Est-ce que ça c'est réaliste quand on connaît l'enjeu, et vous l'avez beaucoup documenté, notamment Wassim, de l'unité dans cette nouvelle Syrie? Ouais, tout à fait. Ce que voulait Damas, c'était le retour du territoire, c'est-à-dire le contrôle souveraineté de l'État syrien sur l'ensemble du territoire. Ils l'ont obtenu avec cette offensive éclair de ces 2 dernières semaines. Et la question maintenant, c'est comment intégrer les forces militaires kurdes, notamment les YPG. Environ 15 000 hommes. 15 000 hommes. Environ 15 000 hommes. Damas, pour ça, a promis 3 brigades pour la région d'Assaké qui rejoindront une division, la division d'Assaké qui aura aussi des brigades arabes, et une brigade pour Kobané. C'est vraiment une proposition de Damas. On sait que, par exemple, la Turquie n'est pas forcément en faveur de cette ouverture de Damas aux forces militaires kurdes. Maintenant, toute la question, ça va être la nomination des combattants YPG, tout un vetting. Parce que Damas veut s'assurer que ce profil sécuritaire soit adéquat avec ceux de l'armée syrienne. Et ensuite, la nomination des commandants. Mais les discussions sont en cours, sont même assez poussées, avec des listes de noms qui sont déjà partagées depuis plusieurs mois, parce que les discussions avaient lieu depuis plusieurs mois. Et on est en bonne voie pour une intégration de ces forces armées. La deuxième chose, ça va être les forces de sécurité. Les forces de sécurité vont être locales, c'est-à-dire qu'ils vont recruter des Kurdes dans les forces, ce qui s'appelle la sécurité générale, l'espèce de gendarmerie qui stabilise le pays, la Syrie actuellement. Donc les Kurdes, pour l'instant, ont plutôt gagné dans le sens où ils vont avoir des forces locales et ils seront protégés par des forces kurdes intégrées à l'État syrien. Et donc c'est une garantie extrêmement forte et c'est un gain. Et c'est pour ça que la mobilisation kurde a lieu en ce moment, c'est pour justement être sûr qu'il n'y aura pas d'exaction contre les civils. Là-dessus, Wassim. Après, sur le papier, c'est très bien, mais après, il faut voir comment ça va être appliqué. Parce que même la rentrée à Assaké, par exemple, peut-être on a des images, peut-être qu'on pourrait les voir. Et hier, il y a eu un couvre-feu. Donc, ils ont interdit, les YPG ont interdit aux populations de Assaké. Hier et aujourd'hui, je crois, en journée. Ils ont interdit aux populations d'accueillir, disons, les forces de sécurité. Donc, on peut voir à l'image. Expliquez-nous pourquoi. Parce qu'ils ont peur d'un débordement, ils ont peur d'une provocation, et parce qu'ils veulent démontrer aussi et surtout que c'est eux qui contrôlent toujours la ville. Voilà, donc il y a eu une campagne d'arrestation, il y a eu des tirs sur des gens dans un quartier, pas partout. Il y a aussi des provocations de part et d'autre, donc la colonne qui est rentrée et les gens donc les combattants du YPG qui accueillaient la colonne. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on parle beaucoup de Assaké, mais la charge émotionnelle, c'est beaucoup à Ain al-Arab, Kobané. Et on a des photos aussi d'une délégation donc, de la sécurité d'Alep, parce que Kobané al-Arab dépend d'Alep, qui a été avant-hier négocié avec le YPG à Kobané. Négocié quoi? Et là, on les voit. Donc, c'est le commandant de la sécurité d'Alep, le colonel Abdelghani, et le chef de la sécurité de la zone de Kobané, Abou Omar. Et donc, qui ont négocié quoi? Un échange, disons, de checkpoint. Quel serait le statut sur les lignes de démarcation? Mais aussi, ils ont demandé quelque chose de très important, les plans des mines dans une région qui s'appelle Achour. On a aussi des photos d'Achour qu'ils ont visité hier. Et pourquoi c'est important? Parce qu'Achour, c'est 60 000 personnes déplacées depuis 12 ans à la faveur de la guerre contre l'État islamique, à la faveur des déplacements forcés par le YPG, des confiscations de terres, etc. Et ces gens veulent rentrer chez eux. Donc qui retient la pression? C'est les forces de sécurité d'Alep. Donc empêche les déplacés de Chour de revenir chez eux pour éviter les frictions, de 1, et de 2, et surtout parce que la zone est encore minée. Donc une des demandes formulées, c'est donnez-nous les plans des mines, et ils ne l'ont pas encore eu. Donc malgré les déclarations, disons, de bonnes intentions et les signatures d'accords au niveau des commandements, l'épreuve du réel, elle est dans l'application de ces accords et qui sera en charge d'un côté et d'un autre. Est-ce que ces gens vont bien s'entendre, sachant que évidemment il y a des gens qui veulent faire capoter ces accords. On l'a vu à Aleppo-Ville avant les combats de Cheikh Maksoud, on l'a vu à Der Hafir pendant les combats, et on l'a vu tout le long
jusqu'au statu quo actuel. La ville de Kobané, c'est peut-être la ville symbole de la résistance face à l'État islamique des Kurdes. C'est plus à l'ouest qu'Saké, on était à l'instant. Je crois que c'est la ville natale du chef des forces démocratiques syriennes, Mazloum Abdi. On a entendu, et comme on va prendre le temps dans cette émission de disséquer le vrai du faux, que la ville était assiégée par les hommes de Damas. Quelle est la réalité du terrain, Arthur Kenney, à Kobané? Alors j'ai pu me rendre dans plusieurs villages autour de Kobané, des villages donc kurdes actuellement contrôlés par l'armée syrienne. On peut parler d'un blocus sur Kobané, dans le sens où il y a un déploiement de forces militaires. Il y a eu des corridors Pas de humanitaires. siège, puisqu'il y a un corridor humanitaire. J'ai pu discuter avec de nombreuses familles kurdes qui sortaient de Kobané pour rentrer chez elles à Raqqa. Des Kurdes de Raqqa qui s'étaient réfugiés à Kobané dans la Raqqa, c'est plus au sud. C'est ça, dans la précipitation de l'effondrement des forces démocratiques syriennes le dimanche 18 dernier. Eh bien, ces populations peuvent revenir, passent des checkpoints normalement, il n'y a pas de contrôle d'identité, de délit de faciès. Évidemment, il y a eu des pillages de maisons qui étaient laissées à l'abandon. Et on sait que quand des soldats se déploient dans une zone, les 2 premiers jours, ils ont pu visiter des magasins et puis rentrer dans des maisons, voler des télévisions, etc. Mais ce qu'on voit actuellement quand j'y étais, c'était un déploiement massif de la police militaire et des forces de sécurité du régime qui établissent des checkpoints. Et un habitant kurde revenu chez lui me disait que sa voiture avait disparu. La sécurité générale lui a ramené le lendemain. Et on voit de cette manière des patrouilles et une stabilisation très rapide du front. Abou Omar, qu'on voyait à l'écran tout à l'heure, disait lui-même que le problème, Rappelez-nous. qui est donc le responsable de la sécurité maintenant pour la région de Kobané, le responsable de Damas, disait lui-même que le problème, c'est évidemment le déploiement massif de l'armée. Sitôt que l'accord est conclu, l'armée va se retirer. Ce qu'il veut, c'est Elle n'a pas vocation à rester très vite de l'armée vers ses bases militaires, tout à fait, et un déploiement des forces de sécurité pour assurer une relation de proximité et stabiliser la zone. Évidemment, tout dépend de si l'accord peut être appliqué. Ce que disait Wassim, le problème, c'est les éléments radicaux des deux bords, qui peuvent, des deux camps, mais notamment côté kurde, qui peuvent inciter des tensions, tirer sur les forces de sécurité et donc obliger un maintien de l'armée. Venons-en à la question dont on a beaucoup parlé ici en France depuis quelques semaines, des camps de prisonniers et notamment des anciens combattants du groupe État islamique, de leurs familles, parmi lesquels des étrangers dont les Kurdes avaient la charge depuis que le groupe État islamique a été défait en Syrie. Il y a plusieurs camps qui ont chacun des situations différentes. Les deux camps, les deux parties au conflit se sont accusés mutuellement ces derniers jours d'avoir provoqué la fuite de détenus. Je crois que vous avez enquêté spécifiquement sur l'un de ces camps, Arthur Kenney, qui est en lisière d'Al-Shadadeh, c'est ça? Tout à fait, la ville de Shadadeh. Ouais. Qu'avez-vous... que s'est-il passé? Est-ce qu'on sait aujourd'hui qui des Kurdes ou qui des hommes de Damas ont ou auraient laissé filer des prisonniers? Alors c'est une bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que faute d'accord, la transition du contrôle des prisons et des camps a été chaotique. Pas On a toutes. On a 2 prisons passées sous le contrôle de Damas. La première, c'est celle de Raqqa, la prison d'Artan, où les cadres du PKK s'étaient réfugiés et avaient pris en otage les détenus de la cellule de la prison, pardon. Et donc, il y a dû avoir toute une négociation avec la crainte que les prisonniers s'évadent. On parle de 3000 l'implication prisonniers. du Centcom même. Et finalement, c'est la coalition qui a pu permettre le retrait de ces cadres commandement du militaire PKK. américain pour le Proche-Orient. Et finalement, la transition de la prison dans les mains de Damas, on pourrait y revenir, et la prison donc de Shadadeh que vous évoquez. Ils ont en fait, il y a eu donc le soulèvement dans la ville, l'armée. Une prison dans laquelle il y avait 117 détenus. Syriens, tous faits prisonniers pendant la guerre contre l'État islamique entre 2018 et 2019, la chute de Barouz. Ces derniers, donc, il y avait déjà eu des retraits de nombreux prisonniers, à peu près 150 qui, en décembre, sont évacués par la coalition. On imagine c'est les prisonniers, les détenus les plus dangereux. Vers l'Irak. Vers des camps dans le nord-est de la Syrie et ensuite vers l'Irak. Et les 117 qui restaient, ce qui s'est passé, c'est donc insurrection dans la ville contre les Kurdes. Les insurgés se rendent autour de la prison. La prison est défendue par 180 gardes kurdes qui ouvrent le feu, savent pas très bien quoi faire, appellent la coalition au secours. Finalement, les Américains ne bougent pas, alors qu'il y a une base de la coalition à Shadadeh qui était à 3 km de la prison. Et ce qu'on ne sait pas très bien, c'est à un moment donné, il y a un attroupement autour du bâtiment où sont les détenus. Et très rapidement, ce qu'on voit, c'est commencer des détenus sortir, qui retirent leur veste, leur uniforme orange, pour éviter d'être ciblés, suivis par des drones, qui prennent toutefois leur couverture de la prison, parce qu'ils sont en caleçon, il fait froid, il a neigé la veille, et finalement partent vers la route.
et quittent la prison. Alors, qui a ouvert et fait sauter les cellules? Ce qu'on a vu, c'est que les cadenas certains ont été sciés, d'autres ont été éclatés à la Kalachnikov. C'est un peu un mystère, pourquoi ne pas utiliser la clé, mais peut-être dans la précipitation, c'est possible que les gardes kurdes aient fait sauter, puis profiter de la fuite des prisonniers pour également s'échapper. La situation était assez confuse. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que les prisonniers ont été accueillis par la population de Shedadeh qui est venue les chercher, comprenant qu'il y avait une urgence humanitaire là-dessus, à s'occuper de gens en détresse sur une route. Ils les ont hébergés donc, dans les mosquées, chez différentes personnes dans la ville, et quand l'armée est arrivée dans la ville le soir, ils les ont remis à l'armée. Et sur 117 personnes, 81 personnes ont pu être remises à l'armée de cette manière-là, et ensuite une vingtaine d'autres ont été arrêtées par la suite dans la semaine suivante par l'armée. Donc on parle encore peut-être de 10 personnes, 10-15 personnes dans la nature. Donc il n'y a pas eu, comme on a pu le lire de ci de là, Wassim, des évasions massives d'ex-combattants djihadistes à la faveur de cette passation d'administration entre Kurdes et entre les hommes de Damas. Il n'y en a pas eu parce que matériellement, il y en a eu à la marge. Il y en a eu à la marge, mais il n'y en a pas eu de milliers. Parce que c'était matériellement impossible. Parce que déjà, rappelez-vous, en novembre, il y avait déjà des transferts, par exemple, de détenus français vers l'Irak. Donc tout le monde était conscient que la carte des détenus, donc peut-être le geôlier des djihadistes étrangers et des djihadistes en général qui étaient entre les mains des FDS, allait se perdre. Donc tout le monde a pris les devants. Et pour Shadadi, quand... donc la prison dont parlait Arthur. Voilà, quand les Kurdes ont évacué la prison, à la va-vite, c'est là que les transferts se sont accélérés. Par hélico, parce que les gens avaient peur, en tout cas la coalition avait peur, que la même chose arrive à la prison de Hasakeh. Parce que Hasakeh, quand même, c'est une ville à 80% arabe, qui a eu un casse de prison déjà à Hasakeh, il y a quelques années, qui a duré 3 jours, donc de l'État islamique. Donc il faut garder cette configuration en tête. Il y a eu des fuites aussi du camp d'Al-Hol, on n'a pas parlé, parce que pareil, il y a eu un vide de 2 heures à peu près. Donc le camp d'Al-Hol, c'est un camp dans lequel il y a des familles. Familles de ces anciens combattants djihadistes, femmes, enfants, qui sont là. Il y a des hommes aussi, mais c'est rien. Qui sont là depuis des années dans des conditions... Qui sont là des années dans des conditions que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc dès qu'il y a eu un vide, parce que les Kurdes sont partis, certaines familles se sont échappées. Là, pareil, suivi, même par drone des fois, et rattrapé. Depuis que Damas contrôle le camp, il y a eu 2 tentatives, que je sache au moins, dont une assez importante, avec une équipe de 6 personnes qui a essayé de sortir des détenus. Ils ont été tués par les forces de l'ordre, dont un même qui était quand même assez, le chef de ce projet d'évasion, qui était assez connu, et ils n'ont pas hésité à le tuer. Donc, les forces de l'ordre syriennes. Donc, la situation est plutôt tenue, mais... disons-le, ça reste une patate chaude entre les mains de Damas. C'est pas un cadeau qu'on fait à Damas, parce qu'on parlait tout à l'heure de la prison de Qatan à Raqqa. On parle de plusieurs milliers de détenus. Il y a eu 126 mineurs qui ont été libérés. Il y a eu aussi une deuxième vague, si je ne me trompe pas, une dizaine de détenus libérés, pour la simple raison que estampillés ou qualifiés de terroristes par l'administration kurde, ça ne veut pas dire que c'était tous des djihadistes de l'État islamique. Parmi les mineurs, il y avait des mineurs qui étaient là parce qu'ils avaient la photo d'Ahmed Shara sur leur téléphone. Il y avait du droit commun. Il y avait des problèmes entre personnes pour des choses mercantiles et les gens finissaient en prison terroriste. Et là, les familles de ces gens-là sont toujours autour de la prison en train de mettre la pression sur Damas en disant libérez les nôtres. Et Damas est en train de leur dire patientez, il faut qu'on fasse du vetting, il faut qu'on fasse au cas par cas et qu'on sache vraiment qui est là vraiment parce qu'il était membre de l'État islamique et qui est là pour une autre raison, et donc libérable. Je vous vois acquiescer, Arthur Kenney. Là, tout à fait, là. J'ai pu discuter avec certains de ces mineurs qui ont été libérés de la prison d'Artan. Donc ce sont des mineurs syriens. Là, on parle... Je discutais avec... C'est ça, je discutais avec un jeune homme de 15 ans qui a été arrêté il y a 7 mois. 7 mois dans cette prison, torturé quasiment tous les jours, dans des conditions évidemment de vie déplorables, avec des maladies, le froid et tout ce qui va avec. Et en fait, il a été arrêté parce qu'il a pris une vidéo du rond-point principal de Raqqa où passait, pas de chance pour lui, un convoi de SDF. Et donc le renseignement kurde est venu, l'a arrêté. Et ce qu'il racontait, c'est que les gens qu'il torturait n'étaient pas que kurdes. Il y avait également des Arabes qui travaillaient pour les SDF. Donc encore une fois, le problème, c'est la manière dont le PKK réprimait la société. Et actuellement, ce que sont en train de découvrir la population, c'est ce système carcéral créé par et de répression créé par les forces kurdes tenues par le PKK, qui visait tout l'ensemble de la population. Être activiste, en fait, on était accusé
directement par les forces kurdes d'être un membre de l'État islamique et on disparaissait plusieurs années dans les prisons. Et beaucoup de gens ont perdu leur vie. Et un dernier point extrêmement important, on voit la même situation qu'en décembre 2024 dans le reste de la Syrie, quand le régime de Bachar al-Assad est tombé. Les gens se rendent par centaines autour des prisons pour voir où sont leurs proches. Chercher les leurs. Ouais. Et chercher leurs Il y a eu ce chiffre parce que cette histoire de prisonniers, d'ex-combattants djihadistes, parce qu'il y a des Français, des Européens dans ces prisons, fait beaucoup réagir et fait beaucoup écrire depuis quelques semaines. Ce chiffre du commandement militaire américain pour le Proche-Orient qui a évoqué le transfert vers l'Irak vers le 20 janvier de 7000 prisonniers, qui a annoncé d'ailleurs assez rapidement ce chiffre. Ça dit deux choses. Ça disait quand même une certaine urgence à transférer ces prisonniers. 7000 prisonniers, ça impressionne comme chiffre, Wassim. Oui, mais il faut rappeler aussi qu'il y a beaucoup d'Irakiens et de Syriens parmi eux, et qu'il y aura encore une fois un vetting concernant ces vetting détenus. étant... Ça veut dire voir vraiment qui est qui et qui a fait quoi, parce qu'il ne faut pas oublier aussi le volet mercantile de la chose. Ça veut dire un prisonnier, c'est une entrée d'argent pour le système carcéral et pour tout le système administratif carcéral des forces démocratiques syriennes. Donc ça aussi, c'est une donnée qu'il faut garder en tête, sachant que quand on visite ces zones, moi j'avais visité Manbij l'été dernier, donc une zone qui était tenue par les forces démocratiques syriennes où pareil, les combattants arabes ont retourné leur veste, donc il n'y a pas eu de combat. Mais quand on voit tout l'argent qui a été mis dans les tunnels et dans les statues, et on voit qu'il n'y a pas une école qui a été construite, il n'y a pas une route qui a été goudronnée, on s'étonne que la majorité de la population, donc arabe de ces zones-là, a retourné sa veste le moment venu. Donc il y a aussi ce volet-là, on a l'imaginaire de ce qu'on imagine, comment ces gens ont été administrés, et la réalité qui est tout autre pour les habitants, et comme l'a très bien dit Arthur, qu'ils soient arabes ou kurdes. Parce qu'il a dit quelque chose d'intéressant, et permettez-moi juste de revenir là-dessus, il a dit parmi les geôliers, il y avait des arabes. Oui, et un des grosses missions aujourd'hui de l'envoyé spécial au clan de Shara dans la zone Est, c'est justement d'empêcher les vendettas entre Arabes, pas entre Arabes et Kurdes, parce qu'il n'y a pas de Kurdes à Deir ez-Zor. C'est empêcher les vendettas entre les gens, empêcher les règlements de comptes. Et d'ailleurs, par exemple, il y a eu vraiment des combats dans un village qui s'appelle Gharanij, où l'armée a intervenu pour empêcher les gens de s'entretuer. Et là, on est entre Arabes, ceux qui étaient du côté des forces démocratiques syriennes et ceux qui étaient des rebelles, sans parler de ceux qui étaient du côté d'Assad. Donc c'est une configuration assez complexe et qui n'a pas du tout été arrangée par le système répressif qui a été imposé par les forces démocratiques syriennes et donc le YPG, qui n'avait rien à envier au système répressif qui était imposé par Assad. Qui a été documenté, notamment, je pense, à un rapport publié en 2024 par Amnesty International. Il se trouve que beaucoup d'Occidentaux, pendant des années, étaient bien contents, l'expression n'est pas la bonne, mais que ce soit qu'on ait délocalisé aux Kurdes la responsabilité de ces camps. Ces mêmes Occidentaux, aujourd'hui, qui s'inquiètent pour certains sur les cas précis. On comprend que c'est une goutte d'eau dans le nombre de prisonniers, mais de l'avenir de ces ex-combattants djihadistes et de leurs femmes et de leurs enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a très clairement, pour poser la question très simplement, est-ce qu'il y a, à la faveur de ce changement d'administration, un risque sécuritaire et pour la Syrie et pour d'éventuelles répercussions ici en Europe ou que sais-je? Non, il n'y a pas de risque sécuritaire actuellement en Syrie. Les camps sont bien contrôlés, sont bien tenus. Le camp de Al-Hol donc, est repassé sous le contrôle de Damas. La situation est plutôt calme, j'ai pu m'y rendre. Il faut savoir que sous le contrôle kurde, la situation dans le camp était très tendue. Les gardiens tiraient souvent sur la population carcérale. Ils avaient du mal à rentrer dans le camp. Ils devaient rentrer avec des blindés pour pas se faire tirer dessus ou lancer des pierres par les détenus qui les haïssaient. Actuellement, la situation à Al-Hol est très apaisée. Il y a eu donc deux vagues, deux tentatives de sortie du camp. Une première, quand les forces kurdes ont quitté le camp, il y a eu un gap sécuritaire de 2 heures, le temps que les forces de Damas arrivent. Et là, quelques dizaines de familles ont passé le périmètre et ont essayé de partir, ont été rattrapées pour la plupart. Et une deuxième tentative, lorsque des gens de l'extérieur ont essayé de rentrer pour libérer leur famille, les forces de sécurité les ont arrêtés. Alors, c'est très impressionnant en ce moment. C'est des milliers de forces de sécurité déployées pour contrôler le camp. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la relation avec les détenus se passe bien. L'aide humanitaire est revenue dans le camp. Les UN ont déployé de nourrir le camp pendant 2 mois. Donc la situation est bien sous contrôle et stabilisée. Maintenant, la question, c'est les prisons qui restent encore aux mains des Kurdes. Et là, les Américains ne font plus confiance aux Kurdes pour garder ces prisons et donc ont déclaré le transfert vers l'Irak de ces 7000 prisonniers. 900 ont déjà été envoyés en Irak. Ils devaient faire les 7000 sur 2 semaines. Évidemment, ça prend plus de temps.
mais on est sur ces opérations de transfert qui sont bien sécurisées. Est-ce qu'on peut expliquer, et c'est très important, Wassim, pour ceux qui ne sont pas familiers de la Syrie, pourquoi est-ce que les Américains, qui sont ceux qui ont confié aux Kurdes la responsabilité, entre autres, de ces camps, et on sait le lourd tribut que les Kurdes ont payé dans la lutte contre l'État islamique ces dernières années, pourquoi est-ce que les Américains ne font plus confiance et pourquoi Pour la simple raison, comme on l'a dit tout à l'heure, que le moment venu, ils ont joué la carte de on lâche les camps. Donc ça a précipité les choses et ça a forcé la coalition à transférer les détenus en urgence vers l'Irak, alors que l'accord conclu le 10 mars était un transfert en bonne et due forme. Rendre les clés, ça veut dire ce qui s'est passé après négociation dans la prison au nord de Raqqa, c'était quand même, ils ont rendu les clés. Et ça s'est passé aussi de manière assez paisible, disons, dans la prison centrale de Raqqa aussi. Donc c'est pour ça que aussi les Kurdes n'ont pas su, quand je dis ils n'ont pas su monter dans le train, ils n'ont pas compris que Ahmad Shara, qui représente l'État syrien, était devenu l'allié de choix des Américains. Oui, c'est ce que je veux dire. Ça s'inscrit quand même dans un moment de changement stratégique de l'administration américaine et de la diplomatie américaine qui s'est détournée de ceux avec qui ils ont travaillé pendant des années, c'est-à-dire les Kurdes, pour des raisons qu'on a évoquées, et s'en remet totalement maintenant Ahmed al-Shara, qualifié de chic type par Donald Trump. Oui, mais ça veut dire que c'est très logique. Ils ont affaire à un État. C'est l'État syrien reconnu. Donc il a été reçu par Trump, par le président Macron et par Poutine par 2 fois. Donc ceux qui traitent voudraient traiter d'État à État et pas avec une organisation. Parce qu'on parle beaucoup, ok, les Kurdes ont gardé les détenus, mais c'était une zone grise judiciaire. On ne pouvait pas les extrader normalement, on ne pouvait pas rapatrier les gens normalement, parce que ça créerait des vices de procédure ici même, concernant les Français par exemple. Ça reste une organisation quand même. Vices de même. procédure dans lesquels on a vécu pendant des années. Voilà, exactement. Donc là, traiter d'État à État et faire des accords comme avec la Turquie, des accords Cazeneuve qui marchent très bien depuis 2015, ça arrange tout le monde. Je rappelle quand Assad est tombé, il y avait 2 orphelins dans un orphelinat à Damas, etc. Et ça s'est passé très bien. Le transfert s'est passé très bien. C'était le centre de crise qui a été les récupérer, alors qu'ils n'arrivaient pas à les récupérer quand c'était sous Assad. Les gens n'arrivent pas à imaginer que les forces démocratiques syriennes, à commandement kurde, YPG, émanation du PKK, restent une organisation. Et il y a eu une alliance avec cette organisation de circonstances contre l'État islamique, mais ça ne remplacera jamais l'alliance avec la Turquie, qui est membre de l'OTAN, l'alliance avec la Syrie que Trump a réussi à ramener dans son giron après 54 ans où la Syrie était source de problèmes et plutôt dans les girons adverses. Donc c'est ça les calculs que les Kurdes n'ont pas su lire. On peut, ça veut dire romancer les choses, mais il y a la réalité finalement. On a vu ces derniers jours des mobilisations ici en Europe, aux États-Unis, des Kurdes, non pas des forces démocratiques syriennes, mais des Kurdes qui voient bien effectivement que le vent a tourné. Eux parlent d'un lâchage de la part des États-Unis et des Occidentaux. Est-ce que ce sentiment est légitime d'une certaine façon, ce rêve d'un Kurdistan syrien qui n'existe plus? Comment comprendre ce mouvement kurde aussi? Alors, il n'y a jamais eu de promesse de la part des pays occidentaux d'une entité, même pas indépendante, mais même compris autonome du nord-est syrien. Le deal, c'était une fois que Bachar al-Assad, son régime tombe, il y a une réintégration de l'ensemble du territoire sous le contrôle de Damas. Et toutes les négociations qui étaient soutenues par les Américains et les Français, notamment, entre les Kurdes et Damas, visaient à cette transition pacifique. Le problème, c'est que la position jusqu'au boutiste du PKK a empêché les élites kurdes syriennes de pouvoir négocier librement avec Damas et de faire des concessions. Et donc, on est arrivé à des moments de tension, et plusieurs fois, on a cru que le conflit allait partir depuis plusieurs mois. Finalement, il y a 2 semaines, Damas a lancé cette offensive après avoir repris les quartiers kurdes de Alep. C'était plus ou moins un test. Les forces démocratiques syriennes sous contrôle PKK ont essayé de combattre à Tabqa, donc au sud de Raqqa, pour défendre la ligne de l'Euphrate. Elles se sont effondrées en une journée, du fait des contradictions internes du projet, du fait que c'était 70% de combattants arabes qui en fait sont rentrés en mutinerie ou ont fait défection de manière massive. Donc l'ensemble de ces territoires a été perdu quasiment sans combat.
La plupart des morts sont dus souvent à des contingents du PKK qui restent en arrière dans des tunnels et qui tirent sur la population quand les gens sortent dans la rue. Raqqa, on a eu 22 morts et une centaine de blessés le dimanche 18, le moment où la ville change de main. Et c'était des morts inutiles. C'était des combats de retardement, des snipers, sans parler des mines. Le PKK a miné le territoire, détruit les ponts, enfin, une politique du terre brûlée en se repliant sur le raid kurde. Donc, pour revenir à votre question, on n'était pas du tout dans un projet qui était durable sur le long terme. C'était très clair. Et quoi, les Kurdes se sont volés la face ? Et bien sûr, dès décembre de 24, le leadership kurde est sommé par les pays de la coalition de rejoindre Damas en disant on va vous aider à trouver un accord qui garantit vos droits, un accord qui garantit votre sécurité, mais projet autonomiste en Syrie n'est pas viable. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas de Kurdistan, il n'y a pas de région homogène kurde en Syrie, contrairement au Kurdistan irakien par exemple. Et donc c'est plein de petits confettis, de villes, de villages, un chapelet le long de la frontière turque, et donc c'est pas possible d'avoir un territoire. Et d'autre part, les Kurdes contrôlaient un territoire très très majoritairement arabe. Donc ce projet n'était absolument pas viable sur le long terme. Et il faut juste se rappeler quelque chose, ils n'ont pas été lâchés, ils ont été portés à bout de bras par les pays occidentaux et la France en tête depuis les accords du 10 mars. La France a joué un rôle, 2025, la France a joué un rôle très favorable, disons, aux forces démocratiques syriennes et aux Kurdes syriens. Et les Américains aussi. Mais encore une fois, tout le monde, comme disait Arthur, leur disait il faut faire un accord. Et donc, quand le commandement FDS acceptait de faire un accord, c'était le commandement PKK qui empêchait l'accord. Donc ça, c'est quelque chose, c'est la réalité. Donc, et évidemment que les conditions qui ont mené à l'autonomie du Kurdistan irakien ne sont pas du tout réunies en Syrie. C'est-à-dire une population à majorité kurde, des ressources et surtout une bonne relation avec les voisins. Donc le voisin turc, c'est-à-dire la Turquie, membre de l'OTAN, allié des Américains, n'accepterait pas une entité qui menacerait ses frontières parce que c'est l'émanation syrienne du PKK. Quand on parle avec des responsables turcs, ils disent « Nous, on avait un problème avec les Kurdes turcs du PKK. Depuis la création des forces démocratiques syriennes, à cause des Américains, on a un problème avec les Kurdes et les Arabes, parce qu'ils ont recruté beaucoup d'Arabes, que nous, on considère comme une menace. » Donc toutes les conditions, il n'y avait aucune des conditions qui ont mené à la création du Kurdistan irakien qui étaient réunies pour la Russie. Et même par ailleurs, les chefs du Kurdistan irakien sont tout à fait pour une intégration comme l'a voulu la coalition et conseillent les Kurdes syriens dans ce sens et en bonne entente avec le président syrien. Il ne reste pas moins qu'en Syrie, et je ne parle pas des combattants kurdes, il y a plusieurs centaines de milliers de civils kurdes. Quelle place ont-ils dans la nouvelle Syrie ? On sait le projet d'Al-Shara d'une Syrie unifiée. D'ailleurs, certains Kurdes, civils kurdes dans les manifestations ont évoqué toujours ce rêve d'une Syrie qui serait décentralisée, où effectivement les Kurdes auraient pu avoir une forme d'autonomie. Je crois qu'elle est peut-être envisagée dans des questions municipales, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Quelle représentativité ces Kurdes auront-ils dans cette nouvelle Syrie ? Donc, on s'oriente vers entre 5 et 7 parlementaires kurdes au nouveau Parlement syrien, ce qui est représentatif du poids démographique de ces zones. C'est 10%, c'est ça, de la population syrienne ? Non, beaucoup moins. C'est à peine 5. Ouais, on est plutôt autour de 5, 1,5 million, 2 millions d'habitants peut-être, de Kurdes, pardon. La question, c'est que beaucoup de zones kurdes sont mixtes. Kamishli, par exemple, c'est une ville mixte, arabe et kurde. Donc, évidemment, la question de représenter cette zone par un Kurde se pose. Et actuellement, les grands perdants de l'accord, c'est les populations arabes qui vivent encore dans les zones contrôlées par les Kurdes. Pourquoi ? Parce qu'elles demandent leur intégration et un respect. C'est des gens qui vivent humiliés et sous une pression sécuritaire constante, notamment ces 2 dernières semaines. Les municipalités kurdes vont être reconnues, mais dans le cadre des institutions syriennes, c'est-à-dire que les institutions de l'administration autonome du nord-est syrien, telles qu'on les appelait, vont devoir être transformées et intégrer donc le système administratif kurde syrien. Et dans ce cadre-là, évidemment, des élections locales vont avoir lieu, probablement, comme dans le reste du pays. Comme à Afrin. Les élections locales n'ont pas encore eu lieu dans le pays, et justement, le président syrien attendait la réunification du pays pour pouvoir les mettre en place. Et ensuite, évidemment, sur tout ce qui est très important pour les gens, c'est aussi l'intégration économique de ces zones. Et là, je pense que
ces zones qui étaient très enclavées, où la pauvreté est très, très forte, vont Endémique. pouvoir bénéficier de l'ouverture des frontières et de la réunification du pays. Par exemple, le ministre de l'Éducation de l'actuel gouvernement, il est kurde. L'histoire syrienne récente, alors il s'est passé à la fois beaucoup de choses et on en attend beaucoup de cette nouvelle Syrie. Et vous le dites souvent sur ce plateau, Wassim Nasr, qu'il faut laisser du temps au temps. Bien sûr, on ne sort pas comme ça d'un demi-siècle de dictature. Elle a quand même été marquée, et on s'en souvient, par des violences contre les Alaouites, notamment en mars 2025. Chara, je le redis, a bien sûr promis d'inclure toutes les minorités. Est-ce que des civils kurdes peuvent légitimement s'inquiéter de ce que peut-être ils seront la cible de violences? En tout cas, on a vu depuis les combats à Shah Maksoud, donc le quartier d'Alep, que ça n'a pas eu lieu. Ça veut dire l'exode des populations de Shah Maksoud, donc kurdes, il s'est passé à travers les zones contrôlées par l'armée syrienne vers Afrin. On sait qu'à Afrin, donc une zone où les Kurdes ont été chassés pendant la guerre, ils ont pu récupérer leurs habitations. Et Chara a viré les gens de l'Est, donc le fer de lance de ces combattants. Il leur a dit, vous sortez des maisons, vous allez dans des camps, en attendant de retrouver vos villages, ce qui est arrivé maintenant, et vous rendez les maisons aux Kurdes. Ça, c'était pas gagné. Ça, on l'a vu les combats à Shah Maksoud, que l'exode s'est fait vers Afrin, à travers les zones contrôlées par l'armée, et puis le retour. Parce que les gens, ils n'ont pas quitté Shah Maksoud. On a vu les combats très durs à Alep, on a vu tous les combats qui ont suivi. Il n'y a pas eu de massacre de Kurdes ou d'exactions contre les Kurdes, sachant que, on ne l'a pas dit, peut-être qu'il faut le rappeler, tous les combats qui ont eu lieu, le peu de combats c'est pas dans des zones kurdes. C'est qu'on parle aujourd'hui que des zones qui sont peuplées à majorité par des Arabes. Il n'y a pas eu de massacre contre les Kurdes. Alors on parle... Bon, après, ce qui est vrai aujourd'hui peut être démenti demain, mais le vivre ensemble est possible. Mais en tout cas, c'est ce que le nouveau pouvoir syrien essaye de faire. Si on écoute le chef de la sécurité de Hasakeh, qui s'est exprimé hier en ville, il a dit, nous, on est contre les discours de haine, on va stabiliser les choses, demain sera mieux. Alors quoi? Alors qu'en même temps, les habitants donc sunnites arabes de Hasakeh, qui voulaient l'accueillir à lui, se faisaient tirer dessus. Arthur Kenney? Oui, tout à fait. Il n'y a pas eu de massacre contre les Kurdes. Et on n'est pas dans une situation de conflit ethnique. Des tensions existent. Il y a eu deux types de violences le dimanche 18, lorsqu'il y a eu cette passation de transition de pouvoir sur le territoire. Ça a été des Kurdes qui, en prenant de nuit des routes pour fuir de Raqqa à Hasakeh, la population a été effrayée et voulait fuir ce qu'elle pensait être le ruée de troupes et de violences. Certains de ces voitures, on parle de deux voitures, deux familles, qui sont retrouvés face à un checkpoint qui leur a tiré dessus sans sommation, pensant que c'était des forces démocratiques syriennes qui arrivaient. Une fois qu'ils se sont rendus compte de leur erreur, les blessés ont été envoyés à l'hôpital et les familles ont pu rentrer chez elles. Et puis actuellement, des mécanismes de compensation vont être mis en place. Le deuxième type de violence, ça a été des pillages de maisons. Ce qui s'est passé, c'est que Raqqa est une ville extrêmement pauvre. Les quartiers sont mixtes. Et les voisins, une fois sachant que leurs voisins kurdes étaient partis, sont souvent introduits dans les maisons pour les piller, piquer une télé, un soba, un poêle, ce genre de choses. Mais d'autres voisins arabes ont protégé les maisons de leurs voisins kurdes dans la mesure du possible. Et on parle vraiment d'un moment très court de transition, pendant un jour ou deux. Il y a peu de forces de sécurité dans la ville et ce genre de pillage est possible. On est donc sur des violences extrêmement réduites par rapport à l'ampleur du phénomène de passation. De ce qu'on aurait pu imaginer, en tout cas de l'ampleur de ce qui se dit par ailleurs dans les médias ou ailleurs en termes de propagande qui décrit ou qui peint une situation qui est complètement hors sol par rapport à la réalité de ce qui s'y passe, que ce soit pour les gens là-bas, qu'ils soient kurdes ou arabes, ou pour les gens qui étaient sur place il y a peu de temps. C'est votre cas à tous les deux, donc merci beaucoup d'être venus faire preuve de cette analyse et de votre retour terrain, comme on dit en mauvais français. Arthur Kenney, merci beaucoup d'être passé par le plateau de Parlons-en. Wassim, vous êtes ici chez vous, une émission à revoir en espérant qu'elle vous ait éclairé sur beaucoup de choses qu'on avait entendues ces derniers temps sur ce nord-est syrien. À revoir en replay, réécouter un podcast. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous.